Bon, bonjour à toi Hugo. Salut Pierre. Un immense merci à toi d'avoir accepté cette invitation, parce que là, nous avons déjà discuté à plusieurs reprises, mais c'est toujours un plaisir d'aborder des sujets de fond. Et comme je te l'avais évoqué lors du dernier rendez-vous où nous nous sommes vus, donc c'était le dernier potentiel humain au mois de mai, au Pont du Gard, j'ai le souhait de lancer une série de vidéos sur probablement le sujet qui actuellement me tient le plus à cœur, car je pense que c'est l'angle mort le plus conséquent de l'apprentissage actuellement. C'est-à-dire que c'est un élément dont très très peu de gens ont conscience et qui pourtant conditionne, mais quand je dis conditionne, c'est-à-dire dans une grande mesure, très très Mm, large mesure, les conditions d'apprentissage et d'accès à la connaissance, à savoir qu'est-ce que nous pouvons savoir et qu'est-ce que nous ne pouvons pas savoir. mm. Et il s'agit en fait des limites du savoir. Donc, la série de vidéos que je vais créer donc, va se nommer les limites du savoir. Et l'idée va être de questionner justement ce principe-là au travers différents invités comme toi, en venant explorer un petit peu l'univers de chaque individu et d'essayer de poser la question de savoir comment, dans chacun de ces univers extrêmement variés, on peut essayer de trouver je dirais un référentiel Mm. à partir duquel tu vas faire un petit pas de côté par rapport à nos habitudes et essayer de nous observer en train de penser dans notre quotidien. Et donc de questionner nos habitudes, questionner nos modèles, questionner nos raisonnements. Parce que ce qui ressort de plus fort pour moi dans le travail que je fais au sein de l'académie et dans le cadre de ces transmissions, c'est qu'effectivement aujourd'hui, la plupart des gens qui sont des professionnels, que ce soit dans la santé ou autre, ont beaucoup de compétences, mais d'un point de vue culturel, il leur manque bon, le contexte historique, évidemment, mais surtout le fait de savoir comment on a su ce que eux ont appris. Mhm. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental parce que le fait de connaître notre histoire et de savoir dans quelles conditions nous avons appris ce que nous savons, Mm. tout d'abord, ça nous prémunit d'une forme extrême de dogmatisme, parce que ça va nous expliquer qu'effectivement, ça s'inscrit dans une histoire, Dans une dans une continuité, oui. dynamique, exactement, dans une dynamique de réflexion, et donc que ce n'est pas quelque chose qui apparaît ex nihilo. Donc, on va lui attribuer déjà un pouvoir explicatif limité, non pas inutile, mais limité. Donc, on va rester vigilant quant aux extrapolations qu'on va pouvoir faire. Et surtout, ça va nous responsabiliser quant au questionnement des limites dans lesquelles s'inscrit le sujet ou les modèles dont nous parlons. Parce qu'en science, chaque modèle, dans l'évolution des paradigmes, comme on l'avait vu Mm. avec Thomas Kuhn, chaque modèle est caractérisé par justement ces différentes, je dirais, les différents éléments qu'il peut amener en termes d'explication. Mhm. Et surtout, il va répondre à un certain questionnement à une époque, mais en évitant, ou en tout cas en évitant d'être quelque chose de trop généralisable. Tu te rappelles, Ouais. Thomas Kuhn expliquait que justement, ce qui était scientifique, pour que une théorie soit scientifique, il faut qu'elle puisse répondre à un critère très, 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 très spécifique, c'est qu'elle ne doit pas pouvoir, enfin, elle doit pouvoir être mise en défaut Ouais. dans le cadre d'un protocole. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle puisse, on doit pouvoir penser à un moment où une expérience de pensée, si on arrive à la valider, eh bien en fait, elle pourrait mettre en défaut cette expérience et donc ce modèle. Et ça, c'est ce qui définit aujourd'hui le caractère scientifique. Et c'est là où est le problème. Aujourd'hui, quand on entend les gens parler de leur domaine de compétences, je sais pas moi, de leur méthodologie, de leur Mm. méthode, des protocoles qu'ils proposent, eh bien, ils insistent très lourdement justement sur ce que ça peut amener et là où ils sont efficaces, mais il n'est jamais, jamais abordé quelles sont les limites de leur Mm. modèle. C'est-à-dire, oui, je suis efficace là-dedans, 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 mais par contre,
jamais on va aborder le fait que, par contre, là, dans cette zone-là, eh bien, effectivement, il y a un flou, il y a un angle mort qui fait que notre modèle, eh bien, en fait, il est pas complet. Et Et ça, moi, je voulais rebondir là-dessus, c'est que pour moi, s'ils ne l'abordent pas, c'est qu'ils n'en ont pas conscience et qu'ils ne connaissent pas ses limites, tu hmm, vois, ouais. selon Alors, moi. tout à fait, mais il y a deux choses pour moi. Il y a effectivement ce que tu dis, mais il y a aussi le fait que, par définition, lorsque tu veux, entre guillemets, hein, vendre un modèle ou un protocole, dans dans la société d'aujourd'hui où nous avons beaucoup besoin de certitude, Hmm, parce que nous sommes une population qui est éduquée par la peur, nous sommes dans une société de la peur, parce que dans une société de consommation, bon, on va pas aller trop loin, hmm, mais en tout cas, hmm, nous sommes dans une société de la peur, et une population qui a peur, elle cherche avant tout à se rassurer. hmm. Donc le Et doute n'existe pas, ne peut pas exactement. exister. C'est-à-dire que ce qu'on va faire inconsciemment, c'est qu'on va, dans toutes les actions que nous allons faire, nous allons limiter au maximum les incertitudes. Au maximum. C'est-à-dire que plus on va avoir de certitude, plus on va avoir l'impression d'être dans le vrai, alors qu'on Hmm, n'est pas en train de dire la vérité, on est simplement en train de se rassurer. Ce hmm, qui est deux choses différentes. Et donc aujourd'hui, effectivement, lorsque quelqu'un veut vendre un protocole ou un modèle ou n'importe quoi, eh bien, en fait, il va, consciemment ou inconsciemment, hmm, n'aborder que ce qu'il peut amener avec ça, c'est-à-dire les questions auxquelles il répond, parce que hmm. en, en ignorant inconsciemment, hein, Ouais, les aspects qu'il ne peut pas expliquer, il donne par déduction aux gens la sensation que son approche est absolue. ouais. Et oui, parce qu'il n'a abordé que des solutions. Il donne que des solutions. Donc ça veut dire que dans son approche, dans son modèle, il n'y a pas de problème. Il a répondu. Hmm. Tu vois? Et ça, ce sont des Mais ça, déductions c'est aussi par peur aussi de perdre le contrôle de ce qu'on souhaite, tu vois, transmettre. Je pense, totalement. Et tu c'est toujours vois, pareil. C'est la lié à peur du doute l'incertitude. et de C'est l'incertitude. lié, voilà, c'est lié à la peur. Et donc, ce sujet qui est vraiment fondamental parce que à partir du moment où tu ne traites pas, tu n'abordes pas les limites de ton modèle, eh bien, en fait, tu t'enfermes automatiquement dans un dogme. C'est-à-dire que tu perds ta vigilance, Hmm. tu perds ton sens critique, parce que comme il n'y a plus, ou en tout cas, tu as créé un modèle où tu as l'impression de répondre à toutes les questions, eh bien, en fait, la critique ou le questionnement n'a plus sa place. Et donc, tu t'enfermes dans ce modèle jusqu'à ce que tu te persuades, eh bien, en fait, que tu peux répondre à tout avec ce modèle-là. Et après, le glissement qui se fait par la suite, c'est que si tu as fini par y croire, eh bien, même si dans la pratique, par exemple du quotidien, tu as des éléments qui te disent, tu vois, il y a quelque chose de lacunaire, Ouais. c'est-à-dire que par rapport à ce que tu avais anticipé par rapport à ton modèle, tu n'as pas la bonne réponse. Eh bien, au lieu de remettre en question à ce moment-là ton modèle, tu vas essayer de trouver une excuse Hmm. sur la mise en pratique ou ce genre de choses-là, ce qui fait que tu ne te remets jamais en question. Hmm. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, nous avons surtout affaire, et ça on le voit bien sur les réseaux, à des débats d'idées. C'est-à-dire des gens qui s'enferment derrière des idées à défendre, et on le voit bien par exemple dans l'alimentation, où tu as des gens qui vont défendre le crudivorisme, le végétarisme, le Ouais. végétalien, le carnivore, et chacun est Tu as persuadé dû avoir raison. Ouais. Hmm. d'avoir raison. Qu'ils sont sur la bonne voie Exactement, et que c'est non et seulement qui que répondent à toutes les problématiques, en fait, c'est aussi. ça. Ouais. Et que si par exemple tu deviens carnivore, mais tu résous tous tes problèmes en fait. Ouais. Ou que tu deviens végétarien, tu résous tous tes problèmes. Et jamais, jamais, on ne remet en question justement les limites de ces modèles. Et ça, c'est vraiment problématique parce que nous sommes nous-mêmes les otages de notre propre pensée. Et du coup, on s'empêche de pouvoir tirer parce qu'on a appris des choses, Hmm. notamment au niveau scientifique, on a appris beaucoup de choses des végétariens parce qu'il y en a eu beaucoup, et donc du coup il y a eu beaucoup de littérature, du carnivorisme aussi, du crudivorisme aussi, on a appris beaucoup de choses. Mais on ne peut pas s'empêcher que quand il y a quelque chose de bon dans un domaine, de vouloir le sacraliser, de vouloir Hmm. dire que ben, en fait c'est ça, vu que ça marche là, Et ou que à la c'est limite, ça, ouais. Et que c'est ça dans tous les contextes, parce que c'est ça aussi le problématique en santé. C'est hmm, que quelque chose qui est bon pour quelqu'un, que ce soit un régime, là tu parles, tu prends l'exemple d'un régime alimentaire, mais c'est bon pour, enfin, c'est vrai pour des traitements, etc.
Mais c'est comme tu dis, c'est le fait de vouloir universaliser en fait un protocole, quelque chose qui serait en fait finalement faisable sur n'importe quel organisme, tu vois. Alors, Exactement. Du coup, on ne questionne même pas les protocoles dans lesquels ces études ont été hmm, faites, par ouais, exemple, en sachant qu'elles ont été faites dans des conditions très particulières, et donc ça nous dit quelque chose, mais ça ne nous dit pas ce qu'on en dit. C'est-à-dire que nous allons extrapoler à outrance les les données, bienfaits ou les... Ouais, bien sûr. voilà, enfin, ce qu'on extrait en tout cas de ces études-là, sans comprendre qu'elles sont dans un cadre très, très, très spécifique. Et donc, le fait qu'on perde, si tu veux, ce sens critique-là, c'est ce qui aujourd'hui, pour moi, nous empêche d'avancer dans une recherche de connaissance et de compréhension du vivant. Et comme je le disais encore, là, j'ai fait un webinaire là, il y a 3 jours, euh, j'expliquais qu'en biologie, nous avons un vrai problème. Donc, je prends en biologie pour vraiment tout le vivant. Nous avons un vrai problème parce que nous n'avons pas connu de véritable révolution scientifique depuis au moins 50 ans. Hmm, Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire que c'est un symptôme. C'est un ouais. symptôme. C'est parce que nous nous sommes égarés quelque part et que nous cherchons au mauvais endroit et que nous ne faisons pas le pas de côté nécessaire pour nous remettre en question et essayer de comprendre, de revenir peut-être un petit peu en arrière pour se dire, bon, on a peut-être raté un embranchement quelque part. Comment ça se fait qu'aujourd'hui nous tournions en rond autant dans Hmm. tous les domaines de la biologie et que pendant que la physique, l'astronomie, les mathématiques avancent, mais à grands pas, l'évolution est incroyable, eh bien nous stagnons toujours. Parce que moi, je considère être dans le domaine de la biologie, parce que même si je m'intéresse beaucoup aux sciences physiques, ce qui m'intéresse, c'est son application dans le vivant. Hmm, bien Et sûr. nous n'avançons absolument pas. Et, Donc, oui. mais ça, du coup, comment toi, dans ton champ de vision, ta posture que tu as actuellement, comment tu expliquerais le fait qu'il y a, du coup, il y a 50 ans, 60 ans, on arrivait encore à remettre en question des choses pour avancer, et parce qu'on sait que la science, de toute façon, c'est toujours des remises en cause, etc. Mhm, Comment, du coup, tu l'expliques dans la société actuelle, qui est ce blocage? mhm. Pourquoi ça arrive aujourd'hui et qu'est-ce qui pourrait justement nous permettre d'avancer ou d'ouvrir un petit peu des voies de compréhension là-dessus? Mais la référence absolue pour moi, c'est celle que je vous avais donnée lors de la dernière conférence, c'est effectivement ce qu'évoquait Jean Stone dans son ouvrage, ce décalage qui existe dans l'histoire des sciences entre le moment où on découvre des choses en sciences physiques, d'accord, et le temps que cela met à être intégré dans les sciences du vivant. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, des gens qui sont dans le domaine du vivant. Donc, je parle des médecins, je parle des thérapeutes, même des préparateurs physiques, des sportifs. Hmm, Tous ces gens-là, dans le domaine professionnel. Ce que la majorité ignore, ou en tout cas qui n'ont pas intégré, et ça, c'est vraiment le sens de mon travail, c'est que notre niveau de connaissance dans notre domaine du vivant, elle est totalement dépendante des outils que nous donnent les sciences physiques. C'est-à-dire que nous ne sommes que la conséquence de ce qui est découvert dans les sciences physiques. Aujourd'hui, tous les modèles sur lesquels s'appuie notre compréhension du vivant sont des modèles qui sont issus des sciences physiques. Moi, par exemple, le premier module de l'académie, tu sais, c'est le module, donc après la physique quantique et la relativité, évidemment, c'est l'homéostasie. mhm, Ne l'oublions pas, l'homéostasie, ça paraît évident quand on en parle. Oui, 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 l'homéostasie, je connais. Non, en fait, tu connais pas. Et il est là le problème. C'est que c'est un mot qui est tellement employé que nous avons l'illusion, tu de le vois, comprendre. de le comprendre et de le connaître. En fait, l'homéostasie est né, le concept, hein, pas le Hmm, mot, le hmm, concept est né avec Claude Merder, qui est l'initiateur de la médecine expérimentale. C'est-à-dire, c'est le père de la physiologie moderne. hmm, Ce sont ces travaux qui ont permis de mettre des lunettes
et d'analyser tout ce qu'on voyait pour interpréter le vivant d'une certaine façon. mm, Et donc, lui, ce qu'il avait mis en avant à cette époque-là, et c'est pour ça qu'on l'explique sur un module entier, l'homéostasie, c'est pas quelque chose que tu peux expliquer en 2 mots. ouais, C'était par rapport à sa notion sur le milieu intérieur. Et cette notion de milieu intérieur, elle va transformer notre façon d'analyser les dissections, mm, d'analyser la circulation sanguine, d'analyser les échanges gazeux dans les poumons et dans le sang et dans les alvéoles. Ça va modifier le regard, c'est-à-dire les lunettes que nous allons utiliser pour interpréter ce que l'on voit. mhm, D'accord? Or, qu'est-ce qui se passe? Comme je le disais, la biologie, notre science, elle est dépendante des outils de la physique. Or, Claude Bernard, c'est euh, c'est à une époque, si tu veux, où la plupart des révolutions scientifiques actuelles n'ont pas encore eu lieu. mm, La physique quantique n'est pas encore là, la relativité n'est pas encore là, et donc nous sommes encore basés sur des principes, par exemple sur la mécanique, elle est décrite essentiellement par Newton. mm. Ouais, D'accord? Et donc, Claude Bernard va du coup appliquer pour comprendre ce qu'est la notion d'homéostasie à partir des caractéristiques de la mécanique de Newton. mm. Or, par la suite, Il y a eu des découvertes. mais des décennies plus tard, il va y avoir des découvertes. Et ce que vont nous dire les physiciens, c'est que, attention, tout ce que nous pensions jusqu'à présent, en fait, était faux. Mm, Était faux. Dans le cadre de l'infiniment petit. Et il y a eu, et ça, John Stone l'explique très très bien dans son ouvrage, à partir du moment où il y a eu cette révolution qui est venue après, il y a eu un grand travail des physiciens de l'époque pour dire aux biologistes, attention, attention, le paradigme dans lequel vous avez créé les connaissances que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire la description du vivant, la façon dont vous décrivez la circulation sanguine, les échanges, le ouais. travail, tout ça est erroné. Il est erroné. Mettez-vous à jour parce que sinon, vous allez être complètement en dehors de la réalité que nous connaissons. Mm, Et face à ça, il y a eu vraiment un mur de Berlin. C'est-à-dire que la majorité des biologistes ne comprenaient même pas, mais attendez, mais c'est quoi le rapport en plus entre restez-vous dans la physique, nous on est dans la biologie. Ils ne comprenaient même pas la relation. mm, Le problème, c'est quoi? Si on veut l'expliquer simplement, c'est que le vivant, dans son noyau, il est régi à une échelle de l'infiniment petit. Et donc, une échelle où les lois et donc les principes newtoniens ne fonctionnent plus. Et donc, ce que nous avons à l'époque de Claude Bernard, ce que nous avons extrapolé à outrance, parce que nous pensions que ce qui était vrai à notre échelle était vrai à l'infiniment petit, donc était vrai dans la cellule, tu vois, et ainsi de suite, eh bien, en fait, on a su que c'était faux. mm. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont refusé de remettre en question tout ça. Et donc, ce qu'on a dans les ouvrages, dans les livres, même de médecine actuellement, Mm. eh bien, ce sont des ouvrages, mais de l'époque de Ouais, Newton, ouais. qui n'ont pas du tout intégré tout ça. Et donc, il y a actuellement une dissonance, mais très forte, entre d'une part les biologistes qui ont intégré toutes Mm. ces révolutions, qui sont une minorité et qui développent cette branche de la biologie quantique, donc que je popularise donc dans ma formation, parce que c'est la biologie du 21e siècle. Mm. Et ceux qui sont restés, donc les anciens qui sont restés avec leurs anciens modèles, qui n'ont pas voulu changer paradigme, et ça aussi, je te l'avais évoqué que c'était très difficile de passer d'un paradigme à Bien l'autre, sûr, bien sûr. tous les conflits d'intérêts, les enjeux qu'il y a, eh bien, ils sont restés ça, et ils peuvent être doyens d'université et continuer à enseigner aux nouvelles générations Mm. ces Des anciens concepts modèles qui aujourd'hui qui sont sont passés. obsolètes. Mm. Et c'est ça qui est fou. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, par exemple, qui sont sur les réseaux et qui ont travaillé dur, par exemple, sur la nutrition, sur ce que tu veux, eh bien, en fait, comme ils n'ont pas questionné les conditions et les origines de ce qu'ils savent, Mm. eux, ils sont persuadés que, mais oui, attends, c'est tel doyen, tout ça, c'est telle université, j'ai été formé au top du top. Oui, mais ceux qui t'ont enseigné, est-ce qu'ils se sont mis à jour? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes au courant de cette histoire? Ouais.
Tu vois le truc? Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est diplômé, quelqu'un qui présente bien, Mhm. n'est pas garanti de dire des choses qui sont encore vraies, qui Mhm. étaient vraies probablement il y a un siècle, oui, mais qui ne le sont pas aujourd'hui. Mhm. Et Et donc, ouais, je ça c'est. reviens à l'exemple de Claude Bernard et de l'homéostasie. Qu'est-ce que je démontre, du coup, dans ce module sur l'homéostasie? C'est que, en reprenant l'histoire des sciences, en intégrant aux travaux de Claude Bernard, de Bradford Cannon et des autres, les travaux révolutionnaires, donc évidemment de la physique quantique, de la relativité, mais aussi de Prigogine, de la théorie du chaos et de tous ces éléments-là, eh bien en fait, non seulement l'homéostasie n'est pas du tout ce que nous en avions compris à l'époque, et donc n'est plus du tout ce qui est encore dit aujourd'hui. Parce que comme je te dis, Mhm. il y a beaucoup de gens qui n'ont pas mis à jour. Ouais. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire que ce qu'on avait compris au départ, et c'est ce qui est encore trop souvent dit, c'est que l'homéostasie est liée à la notion d'équilibre. Mhm. Parce que le milieu intérieur tente de s'équilibrer par rapport au milieu extérieur. Sauf que on a compris que ce n'était absolument pas le cas. La notion de régulation auquel appelle l'homéostasie est une notion qui est liée au déséquilibre. Mhm. C'est totalement le contraire. Et ça, c'est les travaux de Prigogine donc, que j'explique, qui nous ont permis de comprendre que le vivant trouve, trouve sa santé et donc trouve justement sa façon de fonctionner de façon optimum loin de l'équilibre. Mhm. Alors que, au départ, nous pensions que non, c'était vraiment une notion qu'on cherchait l'équilibre. Ouais. Et donc, quelle est la conséquence? Aujourd'hui, si, et ça, on a fait le test avec tous les académiciens qui ont fait la formation, quand tu relis les bouquins de physiologie, par exemple, même de biochimie, tu vois, quand tu regardes, par exemple, un cycle de Krebs, Ouais. eh bien, en fait, tu te rends compte qu'il est analysé avec le présupposé que l'objectif final est une recherche d'équilibre. Mhm. Et donc, il y a une anticipation dans les rapports, tu vois, des différentes chaînes pour dire oui, mais donc c'est comme ça, mais oui, parce que on cherche l'équilibre. Et pas du tout. Ouais. Donc, si tu intègres ces nouvelles révolutions scientifiques, que tu comprends en fait que le vivant, il s'adapte, il se régule uniquement loin de l'équilibre, mais en fait, toutes ces analyses, elles sont à refaire. Même la circulation au niveau du sang, même surtout les échanges gazeux entre le sang et les alvéoles, c'est un truc de fou. Là où toi, dans un premier temps, tu cherches à simplement à trouver des équilibres, Mhm. tu À vois, ramener vers l'équilibre en et tout tout cas. ça, Ouais. exactement. Alors que là, tu comprends bien que c'est pas du tout là que ça se joue. Et donc, tu vas décrire les mécanismes de façon beaucoup plus dynamique parce que tu vas pas pouvoir juste séparer par un compartiment. Tu vas devoir l'associer aux autres systèmes. Mhm. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre un échange gazeux si tu n'intègres pas tout simplement d'autres valeurs des autres systèmes. Mhm, bien sûr. Donc, on passe d'un réductionnisme excessif à la René Descartes à une dimension systémique qui nous permet d'avoir un tout autre regard sur le vivant. Mhm. Et ce nouveau regard sur la régulation, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'homéorésie. C'est-à-dire que nous passons de quelque chose où on décrit un état, d'accord? Parce que l'homéostasie, c'est un état, mais c'est un état stable. Alors, hein, quand ton encéphalogramme il est plat, il n'y a plus rien, hein. D'accord? Non, mais il faut se rendre compte. En fait, ce qui caractérise la vie, c'est pas l'équilibre, Non, c'est c'est. tout ce qu'il y a autour. Ouais. C'est tout ce qu'il y a autour. Et donc, si tu veux, on a détourné notre regard. On n'a pas regardé dans la bonne direction. Ça ne veut pas dire que ce plat, cet équilibre n'existe pas, mais ce n'est pas ça qui caractérise le vivant. Ouais. Et c'est ça qui est important parce que au lieu de regarder là, il faut regarder là-bas. Et quand tu regardes là-bas, et que tu dissèques un corps ou que tu testes une physiologie, eh bien, tu le comprends pas pareil. Et Tu ça, vois? ça remet en question énormément de choses. Et même nous qui sommes des ostéopathes Ouais, de formation initiale, tout à fait. tu vois, moi, ça me fait penser du coup, évidemment, à la manière dont nous a été enseigné
l'anatomie, la physiologie, même ensuite directement tout ce qui va être anatomie palpatoire, enfin voilà, Tout à fait. tout ce qu'on a appris en ostéopathie. Tout à fait. Mhm. Moi, j'estime du coup que ça remet en question énormément de choses, notamment sur les concepts aussi de posturologie. Totalement. Je sais pas si ce que tu en penses, hein, mais Oui, oui, oui. où dans la posturologie, on est constamment à la recherche de je veux exactement que tout soit aligné de la même manière, que le On pied, cherche voilà. l'équilibre. On On cherche cherche l'équilibre. l'équilibre en faisant ça, alors que est-ce qu'on serait pas plutôt à la base, pourquoi il y a des contraintes qui s'exercent? C'est parce que en fait le déséquilibre euh, crée une adaptation qui, à ce moment-là, n'est pas permise chez la personne, tu vois, est Qui trop n'a- importante ou dépasse ses capacités d'adaptation, tu vois. Le principe du vivant, c'est l'adaptation. Mm, Et il ne peut pas exister d'adaptation s'il n'y a pas de régulation. mm. Et il ne peut pas exister de régulation s'il n'y a pas de perturbation. Voilà, c'est ça. C'est QFD. Mm, Donc en fait, nous devons. Mais je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est révolutionnaire en fait. C'est complètement fou. Parce que là où au départ on va chercher justement à uniformiser, à stéréotyper tout le monde, parce que à partir du moment où la santé c'est l'équilibre, mais en fait l'équilibre c'est stable. Donc mm, il suffit de faire en sorte que tout le monde soit stable et tout le monde sera en bonne santé. mm, On est dans ça. On est dans ça. Alors que là, ce que je t'explique, c'est que en intégrant toutes les révolutions scientifiques, on passe au non-équilibre de pyrogène. Et là, on comprend que c'est dans, justement, c'est loin de l'équilibre que se passe la stimulation, mm, tu vois, et que mm, c'est les caractéristiques de cette stimulation qui caractérisent la vie. Parce que en allant loin de l'équilibre, tu vas créer un potentiel adaptatif. ouais, Et donc, plus ce déséquilibre va loin et adapté, plus mm, il va générer de réactions, c'est-à-dire plus il va générer d'adaptation. mm. Et c'est là où tu vas créer de la vie. C'est exactement comme la Lune qui exerce une pression, si tu veux, sur nos Ouais, marées, bien sûr. tu vois, et qui va C'est de permettre justement. l'attirance, ouais, Exactement. bien sûr. Et plus tu vas avoir, et ça c'est très facile, c'est un exemple que je donne dans le cours, si tu as une eau stagnante avec aucune influence Mm, euh, stellaire, tu vois, et bien, tu as une eau qui est stagnante, et bien là, tu vas avoir beaucoup de mal à avoir de la vie qui se mm, développe. Par contre, exercer avec les pressions des astres et notamment de la Lune, pour nous particulièrement, eh bien en fait, elle va créer des petites marées, d'accord, qui va déstabiliser le système. Et plus il va y avoir de déstabilisation, plus le système va s'adapter et donc plus elle va augmenter ses potentiels de vie. mm, mm. Tu vois, C'est une c'est comme forme si, c'est comme, d'entraînement en fait pour le corps aussi. Tu vois, exactement, d'entraînement. mais c'est comme si le nombre de perturbations augmentait tes chances d'adaptation. Mm, Tu vois, c'est comme si tu veux aller, tu joues à un jeu, n'importe quoi, mais en fait, le nombre de chances que tu vas avoir, c'est le nombre de dérégulations que tu crées. ouais, Plus tu en crées, plus tu donnes d'opportunités à ton corps mm. de trouver la bonne réponse et du coup de s'adapter. Et c'est ça, en fait, c'est là Ouais, que c'est se le trouve principe du vivant. De toute façon, tout ça, c'est le principe du exactement. vivant. C'est le Et donc, principe pour du vivant. répondre à la question que tu posais tout à l'heure, comme tu me disais, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, effectivement, 50 ans sans révolution, plus de 50 ans même, bien en fait, c'est parce que n'ayant pas questionné les limites des savoirs dans lesquels nous prenons nos modèles actuellement, nous n'avons pas conscience que nous regardons le vivant au mauvais endroit. Et donc, comme on regarde au mauvais endroit, on ne peut pas poser les bonnes questions. Et comme on ne peut pas poser les bonnes questions, on ne peut pas avoir de bonnes réponses. Nous n'avons que des réponses, nous avons des bonnes réponses Ouais. aux mauvaises questions Mauvaise que nous. question. Mais oui, mais oui. Et donc on se dit, mais oui, cool, la science, elle avance parce qu'on a des bonnes réponses. Oui, sauf que les questions sont mauvaises. Mm, Donc nous avons l'illusion d'avancer, d'accord? C'est le fameux progrès. Tu vois, c'est comme dans la santé, dans la médecine, on dit, mais on progresse on incroyablement, alors qu'il progresse. n'y a Alors jamais eu autant de qu'il malades. n'y a jamais eu autant de Voilà, problématiques, hein. il n'y a jamais eu autant de malades. Mais oui, mais il y a du progrès parce qu'on construit de plus en plus de nouvelles technologies, de plus en plus de Mm. machines, De plus il en y a plus complexe, il y a qui répondent à l'intelligence des... artificielle qui arrive. C'est incroyable, oui, mais à côté, la réalité, c'est quoi?
C'est qu'il y a de plus en plus de malades. Donc là, il y a une dichotomie, si tu veux, qui nous dit autre chose, qui nous dit que peut-être que les questions que nous posons sont mauvaises, et tant que nous ne remettrons pas en question les questions, Hmm. et que nous nous focaliserons sur l'attente des réponses, parce que ça renvoie à une question philosophique. Ce que nous disions tout à l'heure, c'est que si le fait de se focaliser sur les réponses, ça renvoie à la fameuse peur dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la fuite de l'incertitude. Ouais. D'accord? Mais accepter de questionner son questionnement plutôt que de regarder uniquement les réponses, mais ça demande un peu de courage. Ça demande d'accepter que peut-être on s'est trompé, que peut-être il y a un peu d'incertitude, de créer un peu d'inconfort. Et aujourd'hui, la majorité des gens qui sont dans une démarche d'apprentissage et d'essayer d'obtenir des compétences n'ont absolument pas conscience de ce mécanisme-là. Or, nous sommes tous concernés par ça, Hmm. tous. Ceux qui veulent devenir naturopathes, ceux qui veulent devenir médecins, ceux qui veulent devenir ostéopathes, ceux qui veulent devenir kinés, nous sommes tous dans le même train et nous sommes tous soumis à ces mêmes mécanismes inconscients. Et donc, nous participons tous, volontairement ou pas, au Hmm. fait que nous sommes enfermés aujourd'hui dans une science du vivant qui est complètement sclérosée et qui ne peut pas avancer, c'est-à-dire qui ne peut plus découvrir de façon révolutionnaire de véritables changements parce que nous n'avons aucune idée des limites des savoirs que nous construisons. Après, quand tu parles de ça, évidemment, il y a des problèmes d'ego qui viennent en première ligne parce que je pense que plus on a de pouvoir, en tout cas, d'avoir l'impression d'avoir du pouvoir et d'avoir un statut qui nous permet pas de remettre justement en question ses connaissances. Parce que moi, je me pose la question, aujourd'hui, si on le voit justement qu'il y a des progrès dans la technologie, dans l'utilisation de voilà, de nouveaux modèles, etc. Mhm. Mais que à côté de ça, euh, on a voilà, de plus en plus de malades, une perte d'autonomie globale de la société, etc. Il y a quand même des gens qui s'en rendent compte de ça. Tout le monde n'est pas débile. Et s'ils s'en rendent compte, est-ce que c'est, enfin, voilà, du coup, euh, pour quelles raisons ils veulent pas dépasser ça et chercher à comprendre les véritables, tu vois, véritable fond du problème? Est-ce que justement, comme tu dis, c'est encore une fois par peur de l'incertitude, de remettre en question, etc. Ou après, ça peut être des questions un peu politiques, un peu économiques. Est-ce que c'est parce qu'ils ont un intérêt à ce que ça reste comme ça? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, bon, ça, là, on va encore plus loin, Non, 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 évidemment. mais si, si, mais Mais non, mais l'idée de se poser ces c'est questions-là, en important fait. comme question. Tu te rappelles donc de la conférence que j'ai faite au Pont du Gard. euh, il s'agissait de vous parler donc des travaux d'Antoine Béchamp. Mhm. D'accord? Le sujet Béchamp, c'est un sujet auquel je suis euh, dans lequel je suis extrêmement impliqué parce que bon, c'est un sujet auquel je me suis beaucoup intéressé. J'ai eu la chance euh, de pouvoir avoir les travaux, d'accéder aux travaux euh, Mhm. de Béchamp par sa famille, en fait, la famille D'accord. légale qui a obtenu justement tous ces travaux. Et donc, si tu veux, Antoine Béchamp représente vraiment, euh, il illustre toute la problématique en fait dont je parle. Et ce qui fait que si tu l'affrontes de face, c'est-à-dire que si tu expliques directement aux gens ces travaux, en fait, ils ne peuvent pas euh, y accéder directement. C'est pour ça que je vous parlais, tu vois, de la nébuleuse du crabe et tout ça dans la Mhm. conférence. Donc, je ne vais pas l'expliquer là pour les auditeurs ou pour les gens qui nous regardent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes, nous sommes inconscients des mécanismes qui régissent notre apprentissage. C'est-à-dire Mhm. que nous pensons que l'accès au savoir, il est direct. C'est-à-dire que, par exemple, je lis quelque chose, Mhm. j'apprends un livre, Je je veux me l'intègre et ouais. voilà, j'intègre et hop, et c'est fait. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Et c'est pour ça que l'histoire des sciences, et notamment l'épistémologie, est fondamentale, parce qu'il y a une histoire de la connaissance. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, on s'est questionné sur le fait de savoir qu'est-ce que c'est que apprendre, qu'est-ce que c'est que connaître, qu'est-ce que nous pouvons vraiment connaître. Et on se rend compte, et encore plus aujourd'hui, qu'il y a euh, dans notre façon de fonctionner, parce que nous sommes des êtres sensoriels, Mhm. d'accord? Donc nous n'avons pas accès au réel.
Nous n'avons accès qu'à une construction de ce réel qu'on appelle la réalité. Donc, nous vivons, nous baignons tous dans le même réel, mais nous n'avons accès qu'à notre réalité individuelle. D'accord. Et ça, on l'oublie. Parce que tout ce que nous voyons, nous pensons, nous sentons, n'est que la reconstruction des stimulations que nous avons depuis notre environnement. Donc, c'est une réinterprétation. Ce n'est De pas notre expérience personnelle finalement qu'on... exactement, exactement. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'est ce qui fait notamment que le dernier module en date que nous avons fait, qui est sur la douleur, c'est pour Mhm. ça qu'il est aussi fondamental, après avoir déconstruit l'homéostasie, l'hormèse, l'homéorésie, toutes ces choses-là, il est fondamental de reconstruire une façon de regarder la douleur. Parce Mhm. que justement, on redéfinit totalement ce qu'est la douleur et donc la symptomatologie lorsqu'on comprend ça, qu'il n'y a pas d'existence en soi et qu'il y a donc Et c'est pour ça que la douleur est aussi subjective. Mais Mhm. cette notion subjective, elle n'a jamais été suffisamment questionnée parce que nous n'avions pas les outils didactiques et pédagogiques pour le questionner. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, le travail qui opère en nous lorsque nous voulons apprendre quelque chose, eh bien, il passe par ces filtres. Ils passent par ces interfaces. Et donc ces interfaces, ils vont aussi être pilotés par notre expérience, par notre histoire. Et quand je parle de notre histoire, je ne parle pas que de notre histoire, je dirais, matérielle. C'est-à-dire, on a aussi ce dont nous héritons. Mhm. Hein. Et donc, ce qu'on a compris de fondamental au XXIe siècle, et que, encore une fois, nous n'avons pas intégré, c'est que nos comportements, nos choix, nos décisions, et c'est pour ça que Matrix est très très fort pour ça, nos goûts, Mhm. nos affects, nos pensées ne sont que la conséquence, c'est-à-dire le bout de la chaîne, d'une longue chaîne de causalité inconsciente. Mhm. Inconsciente, c'est-à-dire que Ouais. 95% des mécanismes qui ont lieu en nous sont inconscients. Donc nous sommes avant tout Mhm. des êtres opératoires, c'est-à-dire que nous sommes en bout de chaîne et on reçoit le résultat de réactions inconscientes par rapport Mhm. à toutes ces informations-là. Et puis nous, on reçoit l'info à la fin, sauf que cette info que nous recevons à la fin, comme nous sommes inconscients de notre inconscience, eh bien, nous pensons que ça nous appartient. Mhm. Mhm. Et donc, on pense qu'elle a une espèce de vérité absolue. Et donc, on retombe sur notre question précédente, sur les limites du savoir. C'est-à-dire, Mhm. quelle est la valeur de ce que je crois? Ok, j'ai appris, je me suis formé en ostéopathie. Ouais. J'ai fait 6 années, j'ai pris une école pour être le mieux formé possible. Ok, j'ai deux choix en sortant de là. Soit je sors de là et je me dis à l'époque ça faisait partie des meilleures écoles, tout ça, donc du coup je fais partie des meilleurs ostéopathes par définition parce que je suis diplômé de cette école-là. Ouais. Ou alors je questionne Mhm. le statut du savoir. Et là je me rends compte quand je questionne historiquement le savoir que tout ce qu'on m'a enseigné, eh bien ces choses-là ont aussi été touchées par des biais cognitifs, par des fausses évidences, par des certitudes, Par des et qu'il remises en question, par des exactement, changements de paradigme, ou par l'absence de remise en ou par question. l'absence de remise en question. Ce que je te disais, tu sais, par rapport à l'homéostasie, eh bien, moi, j'ai eu des cours, notamment pardon, de biophysique, où l'homéostasie, c'était l'équilibre. Ouais. Ah oui, bien sûr. Bah, je Et pense donc, qu'on l'a voilà. tous expérimenté. Et donc là, si tu veux, si je n'avais pas remis à la fin de ma formation, si j'avais pas remis en question, non pas mes formateurs, Hmm. non pas mes enseignants, mais le sens, le statut du savoir, de ce que l'on transmet, de ce qu'on apprend, et que je ne me cache pas sous le fait que c'est une grande école ou que, tu vois, Hmm. questionner le savoir, eh bien en fait, j'aurais pu recréer les mêmes problématiques et participer en fait à ce cercle vicieux. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est de déconstruire tout ça, de casser cette chaîne, parce que j'ai envie de participer à cette révolution. En fait, moi, j'ai envie de découvrir tout ce que le vivant a à nous découvrir. Parce que pendant la formation là, de l'académie,
au cadre des différents modules, déjà, en déconstruisant ces anciennes Mm. croyances, en intégrant ces nouvelles révolutions scientifiques et en regardant les implications que cela, notamment sur notre physiologie, eh bien, on commence déjà à percevoir des choses, mais totalement folles. Tu vois, un exemple, euh, dans le cinquième module, qui est la biologie quantique, on parle beaucoup de deux éléments qui sont, pour moi, des éléments qui sont sous-estimés aujourd'hui et qui sont les clés pour comprendre le vivant, que sont l'eau et Ouais. la lumière. Ouais. Mm. L'eau et la lumière, ce sont ces deux éléments, et j'insiste lourdement pendant ce module, mais parce que avant ça, il y a eu les modules de physique quantique, de relativité, d'homéostasie, tout ça. Et on arrive ensuite avec tout ça, et on fait la biologie quantique. Mm. Et quand on revoit et on repense l'eau par rapport à tout ce qui a été dit, notamment au niveau quantique, quand on revoit la lumière par rapport à tout ce qui a été quantique, et je le rappelle quand même que l'histoire de la physique quantique n'est que l'histoire de notre relation à la lumière, Mm. parce que c'est bien de notre changement de questionnement vis-à-vis de la nature de la lumière qu'est née la physique quantique, hein. Ça, il y a Mm. beaucoup de gens qui ne le savent pas, et Mm. je vous ai fait la démonstration d'ailleurs lors de la conférence. Tu te rappelles, je vous ai Ouais. montré un extrait du module de l'académie, donc sur la physique quantique, pour te montrer que au départ, la physique quantique, et les gens n'ont pas cette notion-là, c'est une histoire de lumière. C'est une Mm. problématique qui se pose aux ingénieurs de l'époque par rapport à la nature de la lumière. Et c'est en Mm. essayant de comprendre ça et de changer leur questionnement qu'est née la plus grande révolution scientifique en physique. Eh bien, moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, la plus grande révolution scientifique en biologie, elle naîtra quand nous ferons le même effort. Mm. Aujourd'hui, pour l'instant, cet effort, il n'est pas fait parce que Mm. nous ne, cet effort, il ne pourra être fait que si nous le faisons tous ensemble. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire pas uniquement les professeurs, pas uniquement les gens qui prennent le pouvoir ou qui prennent, tu vois, non, non, c'est tous individuellement, en tant qu'humains, en tant qu'êtres vivants, et donc étant concernés au premier plan par ces sujets-là, nous devons faire l'effort de remettre tout ça en question, de questionner, d'une part, pour créer soi-même un cheminement qui permet d'interroger et de comprendre les choses de façon plus objective, c'est-à-dire de façon plus contemporaine, mais surtout pour exiger à cette société qu'elle Mm. avance. Mm. Parce qu'aujourd'hui, si on n'avance pas, c'est parce que nous acceptons aussi, en ne remettant pas en question ces savoirs et en ne comprenant pas justement tous les biais cognitifs qui existent dans notre façon de fonctionner aujourd'hui, eh bien, on accepte des choses totalement fallacieuses qui sont dites au sujet du vivant. Mais Parce du que, coup, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas des paradigmes dominants dans le monde des sciences, dans le monde de la médecine, bien qui sûr, nous empêcheraient pas justement euh, d'accéder à cela? Tu vois, mais il en existe alors, forcément en fait. bien sûr. Alors, je m'excuse encore pour les gens qui nous regardent, mais encore une fois, je te renvoie à la conférence que j'ai faite, mais Ouais. c'était exactement ça. La démonstration que je vous ai fait au début, en vous parlant de la physique quantique, une partie de la relativité, de vous montrer comment tout ça s'est construit, ce que ça a déconstruit, je Hmm. vous ai expliqué, OK, à partir du moment où maintenant on comprend que ça fonctionne par paradigme, quel est l'état des lieux en biologie? Où est-ce que nous en sommes en biologie? Eh bien, en biologie, il y a ces fondements, et ces fondements sont des théories. Ouais. Et notamment en biologie, c'est la fameuse théorie cellulaire. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que nous donnons un crédit absolu à la compréhension du vivant à partir d'un modèle qui est théorique. Hmm. Et aujourd'hui, tous les gens qui s'intéressent au vivant, d'accord? Toi, moi, ceux qui font l'ostéopathie, ceux qui font naturopathie. Mais combien de personnes, déjà, sont au courant que le fondement de la biologie se fait sur la théorie cellulaire? Combien? Hmm. Et ensuite, parmi ceux-là, ceux qui se sont questionnés, qui s'est penché sur les revues de littérature scientifique des 50 dernières années et s'est demandé, mais attendez, il y a une incohérence Hmm. avec. Alors qu'à l'époque, il y ait eu ce modèle, mais il en fallait un. C'est normal. Tu vois, à un moment donné, il faut poser une théorie pour expliquer. Hmm. Mais une théorie
elle est faite, comme Thomas Kuhn le rappelait, pour être remise en question. C'est-à-dire pour être mise à jour au fur et à mesure qu'on découvre des choses. Hmm. Sauf Mais, qu'aujourd'hui, ce n'est ouais. absolument pas fait. Ce n'est pas fait. Mais du coup, la problématique, tu vois, parce que tout ça, ça part aussi de la formation, des formations Oui, initiales. Parce que bien l'accès au sûr. savoir, il part de là, hein, pour la plupart des gens. Est-ce que du coup, ce qui serait pas le plus intéressant, j'ai envie de dire nécessaire, hein, au vu de cet échange, ce serait pas de faire un feedback de tous les modèles qu'on a connus, un feedback épistémologique du coup, tous les modèles qu'on a connus, qu'a connu la science, de manière générale, qu'a connu, ça peut être la physique, mais après ça peut être certains domaines, parce que même nous en ostéopathie, par exemple, il y a des choses qui ont évolué quand même depuis tant d'années. Ah oui, oui. Ah, mais complètement. Mais dans tous les secteurs, tu vois, dans l'ingénierie, ouais, de Mais, faire vraiment, voilà, rétrospective de tous les modèles, pourquoi ça a été remis en question. Et ça devrait être fait dès les formations initiales. Parce que, mais Hugo, bon, toi, c'est exceptionnel enfin, que tu aies créé cette académie, mais c'est parce que tu réponds aussi à un souci qui est c'est plus ça, profond, tu vois. c'est ça. Mais ce que tu décris là, c'est exactement ce qu'on fait à l'académie. Mais Mais bien sûr. exact. Ouais, bien sûr. On déconstruit tout, mais pas parce que moi je pense que. Non, C'est non. pas mon avis que je donne dans ce travail. Je fais une lecture historique, c'est-à-dire que je Hmm. redonne des faits historiques. Et donc, et on replace tout ça dans quelque chose de vraiment dynamique. Et donc, on déconstruit. Et là, on voit les limites apparaître naturellement. Et donc, mais ce travail-là, si tu veux, moi, j'aurais très bien pu dans mes cours dire aux gens, bon, ben, en fait, avant c'était comme ça et maintenant c'est comme ça. Ouais. Et j'aurais reproduit exactement la même chose. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de savoir et de comprendre pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Hmm. Pour Pourquoi nous en pouvoir sommes arrivés anticiper, là? Hmm. pour pouvoir anticiper les prochaines erreurs et ne pas les reproduire. Et surtout avoir une notion de vigilance dans Hmm. l'apprentissage. Ouais. Parce que sinon, on va gober Ouais, on va gober, on va gober, on les va gens gober. vont nous dire, en fonction de leur statut, en fonction de leur visibilité, en Ouais. fonction mais des choses qui ne sont pas, qui n'ont rien à voir avec la science et qui n'ont rien à voir avec la vérité, en fait. C'est juste un fait social. Tu vois Puis que oui, bien quelqu'un qui sûr. a beaucoup de followers sur Internet, ben en fait, Hmm. il est facilement cru parce qu'on pense que comme il est beaucoup suivi, il dit des choses vraies. Alors que ça n'a rien à voir. Ça, c'est un biais cognitif contemporain. Tu Ouais. vois? Mais pourtant, c'est comme ça que ça marche. Et si on ça ne veut pas dire que c'est un problème d'avoir beaucoup de followers, au contraire. Mais il faut connaître les règles du jeu, il faut savoir ce que ça implique. Parce que Hmm. sinon, ça nous met dans une position d'otage inconscient. Et Ouais. comme je te disais, le problème aujourd'hui, ce contre quoi nous nous battons à l'académie, c'est cette inconscience. Ouais. L'inconscient d'être inconscient. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que à partir du moment où tu es conscient des choses, tu peux aller vers telle ou telle, tu vois, Si personne, tu n'as pas, si t'as pas le manuel de savoir accueillir. comment ça Hmm. fonctionne, tu vas là où le courant te mène, en fait. Hmm. Ouais. C'est, et oui. Et Non, donc, t'es bas. comme tu dis, le principal problème, c'est de ne pas être conscient de ces choses-là. C'est ça. Une fois que tu es conscient de ça, après, tu accueilles pas de la même manière, en fait, le savoir, tu accueilles pas. Et c'est là où se trouve la véritable autonomie intellectuelle. C'est Mhm. là. Et c'est pas dans le fait d'adhérer à un truc nouveau, Mais un concept un peu révolutionnaire. voilà, un concept qui est à la mode, qui est nouveau et qui est hyper grisant, tu vois, qui va s'estomper aussi. C'est pas ça. Être autonome intellectuellement, c'est justement comprendre les mécanismes sous-jacents Hmm. nous amène, nous, en tant qu'être vivant, en tant qu'être sensoriel, je le rappelle, à construire des modèles et que nous sommes remplis de biais cognitifs et Hmm. que si nous les identifions pas, eh bien, par définition, nous les subissons. Et donc, Hmm. c'est eux qui nous guident, c'est eux qui nous dirigent sans que nous le sachions. Et donc, on reste dans cette inconscience. Ouais, ouais, c'est ça, c'est la méconnaissance aussi des limites des modèles qu'on nous vend ou auxquels on adhère, parce on peut très bien adhérer à des modèles qui ont des limites, Mais mais parfois, mais parfois, quand tu es inconscient de ces mécanismes, hmm, eh bien, parfois et même souvent, tu vas adhérer à des modèles, mais sans comprendre pourquoi tu ouais, adhères.
Oui, ouais, Et donc, tu exactement. vas pas être en capacité de savoir si tu y adhères pour de bonnes raisons ou de Hmm. mauvaises raisons. Est-ce que tu y adhères parce que Ouais, tu es charmé, parce que la personne fait écho à quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité, avec la vérité, mais avec quelque chose de ton passé, avec ton histoire, et donc ça te rassure, ouais, mais le savoir n'est pas là pour rassurer, il est là pour expliquer. ouais, Tu vois? ouais. Donc il y a tout un tas de choses qui se passent derrière les rideaux qui conditionnent ce qui se passe devant le rideau. Hmm. Et aujourd'hui, tout le monde veut être devant le rideau. Tout le monde, tout le monde. Et sauf que quand tu es devant le rideau sans avoir conscience de ce qui se passe derrière, eh bien, tu es comme une poupée qu'on Ouais, te manipule et tu es persuadé que c'est toi qui décides. Tu es persuadé. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que Matrix a été très très fort pour ça, parce que justement, il a rassemblé énormément de philosophies, des courants philosophiques justement qui traitent de ça, où il explique, tu sais, quand il a la discussion, cette incroyable discussion, où justement il explique, lui, il est persuadé d'être le maître de ses choix, tu vois, ouais. et l'oracle lui explique mais que pas du tout en fait. Et en pensant que, mais d'ailleurs, j'adore quand elle lui dit ça, mais je pensais que tu avais déjà compris ça, que tu ne fais pas de choix en fait. Il y a cette illusion du choix, Hmm. elle est, elle est, mais elle est fondamentale à comprendre. Hmm. Nous ne faisons pas de choix parce que nous sommes la conséquence d'une chaîne de causalité qui est hautement automatique, c'est-à-dire inconsciente. Nous ne réalisons pas. Et nous avons l'information qu'à la fin, à 5%. Mais qu'est-ce Hmm. que tu veux, toi, à 5%, t'approprier quelque chose qui, à 95%, s'est construit? C'est comme si, regarde, c'est comme si tu dois prendre une décision, Hmm. d'accord? Sur n'importe quoi. Il y a un conseil des doyens dans une autre salle, ils sont 10. Ok? Toi, tu es tout seul, mais ils sont 10. Ils discutent de tous les tenants et les aboutissants. Ils ont toutes les informations que toi, tu n'as pas. Eux, ils ont toutes les informations. Ils font une réunion de 5 heures sur le sujet. Ils bataillent, chacun, tac, tac, tac. Donc, il se passe des trucs. Toi, tu n'es pas au courant, hein, pendant ce Ouais. temps-là. Tu te promènes, tout ça. Au bout de 5 heures, il y a un doyen qui sort et qui va te lire la conclusion des 5 heures de réunion. Qui va te dire, bon voilà, le ciel est bleu, l'eau ça mouille, Hmm. et voilà. Et toi, tu as ça. Hmm. Et toi, une fois que tu l'as, mais tu es persuadé que Que oui, c'est de toi. que c'est, ouais, bien sûr. Ouais. Alors qu'il y a eu peut-être des discussions où il y a des doyens qui disent non, mais l'eau, on a l'impression que ça mouille, mais en fait, c'est une illusion Hmm. parce que si, parce que non, non, mais il vaut mieux pas parce que tu vois. Et Ouais. toi, tu Toi, t'as que la t'appropries les choix. représentation. Ouais, bien sûr. Hmm. C'est exactement ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que nous avons des enjeux par rapport à tout ce qui se passe dans l'organisme dont nous n'avons absolument pas conscience. Et Hmm. le fait de ne pas être conscient de tout ça nous donne l'illusion que nous avons la main sur nos choix. Les choix, ils sont décidés en amont par notre inconscient parce que lui a beaucoup plus accès à beaucoup plus d'informations que nous. Nous, la seule source de liberté que nous avons, et c'est ce qu'on apprend dans Matrix, enfin, qui est synthétisé, ce n'est pas de faire le choix, parce que le choix, il est déjà fait par les doyens. Hmm. La seule source de liberté que nous avons, c'est de comprendre pourquoi nous avons fait ce choix. Hmm. Hmm. Et là, l'oracle lui dit, quand ils sont assis là dans Matrix 2 sur le banc, il dit, mais je pensais que tu avais déjà compris ça, que tu n'as pas le choix. Que ta seule source de... Tout ce qui te reste, en fait, c'est de... Ta véritable liberté, c'est de comprendre. Ta capacité à te donner les moyens de comprendre. Et c'est là où nous intervenons. C'est là où nous intervenons. Dans le fait de comprendre, c'est-à-dire, comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre ce qui est inconscient conscient. De Ouais. comprendre les mécanismes qu'il y a derrière tout ça, non pas pour les manipuler soi-même, mais pour Hmm. comprendre où est-ce qu'on se trouve, nous, dans notre échelle, et donc ne pas donner une propriété trop forte, trop extrapolable, trop Hmm. généralisable à tout ce que nous pensons être nos choix. Hmm. Ouais, je sais pas si ça te fait écho, mais moi, ça me fait penser à l'ouvrage Rompre avec soi-même de Joe Hum. Dispenza, où c'est Ouais, exactement ce qu'il ouais, explique, en fait. Tu vois, c'est tous ces processus inconscients qui précèdent ça, la pensée, qui précèdent, exactement. Mais ce qu'il faut et comprendre, ce qui est fondamental là-dedans, il y a c'est une que, rupture, quoi. ouais, mais c'est que le ratio, il est énorme. Hmm. C'est-à-dire la part
d'inconscient, c'est le même ratio que l'exemple des doyens que je donnais tout à l'heure. Ouais, C'est 10 contre 1. ouais, Donc, tu peux pas comparer, en fait. ouais, Tu bien peux pas sûr. faire face à ça. Tu peux pas Hmm, faire face à ça. Donc, si tu veux être dans une démarche objective, hmm, tu vois, éthiquement ouais, objective, eh bien, en fait, ton seul levier, mais qui est conséquent, tu as un hmm, levier énorme, si tu en prends conscience, c'est de comprendre. ouais, Et pour comprendre, il faut questionner. Tu vois? Et la boucle est bouclée. D'où ce titre des limites du savoir, parce que aujourd'hui, si notre seul salut ouais, dans pour la biologie du 21e siècle, ce n'est pas d'attendre de nouvelles réponses pour découvrir le nouveau super aliment, le nouveau super masque hmm, ou dentier ou je sais pas quoi pour développer une caractéristique physique ou je ne sais quoi. C'est pas des nouvelles réponses hmm, attendre ou de faire hmm. de nouvelles découvertes dans les articles scientifiques, c'est changer notre façon de poser les questions. Mais d'ailleurs, moi, enfin, ça me fait penser comment j'arrive à qualifier un bon enseignant. C'est la personne qui va pas me donner des réponses, qui va pas me donner des réponses. C'est celui qui va me permettre, en fait, euh, de pouvoir poser au fur et à mesure de meilleures questions, tu Oui, vois, et me permettre de douter, en fait. Tu vois, c'est ça, en fait, un bon enseignant. la- C'est celui qui va te faire la- douter. c'est très intéressant de discuter avec des gens, tu sais, notamment qui s'intéressent à la science. Hmm, Et d'essayer de leur demander, parce que tu sais, la science, elle est prise en otage hein, quand même. Hein. Chacun en fait un petit peu ce qu'il veut pour prêcher pour sa paroisse. hmm, Et donc, la question est de savoir, souvent de savoir, mais quel est le but de la science? Qu'est-ce que c'est, par exemple, on parle de théorie, tu sais, on hmm, travaille avec les théories en science. Bon, ok. C'est quoi une bonne théorie en science? Qu'est-ce hmm, que c'est une bonne théorie? Mais les gens, la plupart des gens qui ne se sont pas questionnés sur tout ça, hmm, vont te répondre une bonne théorie, c'est une théorie qui donne beaucoup de bonnes réponses, hmm, c'est-à-dire qui répond à beaucoup de choses. Mais alors là, c'est ma réponse à moi, hein, attention, hmm, purement subjectif, mais en tout cas de tout ce que moi j'ai appris et dans la cohérence de tout ce que je viens d'exprimer. Pour moi, une bonne théorie, c'est pas une théorie qui donne beaucoup de bonnes réponses. C'est ah, une non, théorie qui est capable, parmi toutes les théories, d'en abattre un maximum. hmm, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en science, il y a beaucoup de modèles explicatifs, c'est-à-dire il y a beaucoup de suppositions, donc beaucoup de théories. hmm, Il y en a des centaines. Eh bien, une bonne théorie, c'est une théorie qui développe qui met en place une expérimentation qui, dans ses résultats, va nous donner des résultats qui va tuer un maximum d'autres théories. hmm. Mais pas qui va nous donner des réponses. Non, non, Ok, pour comprendre par exemple la rotation, tu vois, d'un trou noir, on a plusieurs possibilités. ouais, On a la théorie 1, 2, 3 jusqu'à 5000. Ok. Eh bien, ouais, la bonne théorie, c'est celle qui, lorsque je mets en expérimentation, le résultat me dit, oula, avec ce résultat qu'on vient d'obtenir, hmm. C'est ça impossible veut dire que, ça veut que dire que les théories de 200 à 5000, on ouais, sait qu'elles sont fausses. ouais. On sait qu'elles sont fausses. Hmm. Tu vois la différence de perspective? Bah, bien sûr. Et c'est ça qui fait avancer pour le coup, en fait. Et c'est Parce ça que qui fait avancer. si tu as une réponse, en fait, si tu as C'est une ça. réponse toute faite, mais qu'en fait, les autres modèles, tu les as pas encore justement remis en cause ou accédé à leurs limites, bah, en fait, tu peux pas avancer parce que tu auras juste une réponse de plus, mais Exactement. dans un Et flou, c'est dans un ça flou total. aujourd'hui, c'est ça c'est ce à quoi correspond l'un des grands problèmes de la biologie aujourd'hui. Parce que nous nous sommes enfermés Hmm, dans ce besoin justement d'obtenir des réponses hmm, et non pas parce que nous ne remettons pas en question les modèles sur lesquels nous nous appuyons, qui sont encore une fois, je le rappelle, les modèles les modèles les plus fondamentaux de la biologie aujourd'hui. On peut parler du darwinisme, on peut hmm, parler du pasteurisme, on peut parler donc notamment de la théorie cellulaire. Ce sont, et je suis désolé de le dire, ce sont des théories. hmm, Et je l'ai expliqué lors de cette conférence. Tu vois, par exemple, par rapport au darwinisme.
Hein, je vous ai fait cet encart, mais qui fait partie du module, je ne sais plus si c'est le module sur l'hormèse ou l'homéorésie, où je reviens sur le darwinisme, parce que lorsque une personne qui va tomber sur cette vidéo et qui m'entend dire que le darwinisme est une théorie, va dire, oula, c'est pas possible, ça veut dire que le gars, c'est un créationniste et tout ça. Non, non, il faut le réétudier historiquement. Le darwinisme est un modèle explicatif de l'évolution. Hmm. L'évolution, d'un point de vue scientifique, était un fait, mais Ouais. le darwinisme est un modèle explicatif parmi d'autres pour expliquer le fait d'évolution. Et donc aujourd'hui, quand tu n'as pas ce recul et donc ce travail fait de précision par rapport à l'histoire des sciences, eh bien, tu peux plus avancer sur le darwinisme parce que remettre en question le darwinisme, hein, parce que moi c'est ce que j'invite à questionner le Hmm. darwinisme, Hmm. mais c'est remettre en question l'évolution. Or là, c'est pas possible, ça veut dire que tu es un complotiste. Ouais. C'est pas scientifique de dire ça. Ouais. Parce que le darwinisme, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un fait. Ça n'a pas été démontré. Tout comme la théorie cellulaire n'a pas été démontrée. C'est un modèle sur lequel nous nous appuyons pour essayer de comprendre, mais il y a quand même eu beaucoup d'éléments depuis la construction au 19e siècle de cette théorie qui nous indiquent qu'il va falloir peut-être changer un petit peu ce modèle. Hmm. Mais on se comporte en biologie comme Comme si si ça avait les été. théories Hmm. étaient des faits, des modèles Hmm. explicatifs. Et c'est pour ça que j'appréciais autant Antoine Béchamp et que je voulais vous en parler et que j'en parlerai encore beaucoup, mais que c'est très difficile par rapport à tous ces problèmes de compréhension, de lexique, de sémantique, c'est que Antoine Béchamp insistait sur le fait qu'il faut toujours en science partir du connu vers l'inconnu, c'est-à-dire de ce qui est démontré et démontrable Hmm. vers ce que nous cherchons à démontrer. Or, aujourd'hui, en biologie, nous partons de l'inconnu Ouais. pour aller vers l'inconnu. Et Hmm. ça, personne ne le remet en question. Et donc, on tourne en rond. On tourne en On rond. est sur des bases instables, quoi, en fait. C'est surtout On ça. est sur des bases instables, mais qui arrivent en fin de cycle, mais nous ne voulons pas les dépasser. Hmm. Parce que nous avons, par une mauvaise compréhension de l'histoire des sciences, nous avons cru que c'était des faits, et que les remettre en question, c'est remettre en question la science, alors que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Non, c'est vouloir qu'elle avance, quoi, en fait. Et oui, et c'est vouloir surtout ne pas bafouer la science Ouais. et redonner à la science ses lettres de noblesse. Ne Hmm. pas confondre un fait avec une théorie. Or, aujourd'hui, il y a un capharnaüm absolu. Moi, je te défie, parce que pour le coup, pour le travail que j'ai fait au sein de l'académie pour préparer tous ces modules, mais en fait, j'ai fait un travail justement d'investigation et de distinction de tous ces éléments-là. Hmm. Je te mets au défi de trouver parmi les gens qui travaillent dans le cadre du vivant, de leur demander, OK, à ce jour, quels sont les modèles explicatifs qui sont des faits, quels sont les modèles explicatifs qui sont des théories. Tu vas être sacrément surpris ou pas après cette Oui. discussion, mais Ouais. tu vas voir que mais quasiment personne va être capable même de te dire ben, je ne sais pas sur quel modèle repose ce Ouais. sur quoi on travaille aujourd'hui. Je ne savais Ouais. même pas que ça s'appuyait sur des modèles explicatifs au départ. Hmm. Mais oui, pour expliquer la physiologie, tu t'appuies forcément sur des prérequis, Hmm. sur des présupposés. Du coup, ma question, là, je reviens à toi, à ta manière de proposer et d'informer par l'intermédiaire de ton académie. Ouais, Là, on revient dans le réel. Si là, dans les auditeurs, il y a des étudiants qui nous écoutent, mhm, qu'importe le domaine, oui, peu importe le et- domaine. euh, comment tu conseillerais justement d'aborder ton académie? Est-ce que ce serait plus intéressant, enfin sur le plan chronologique, tu parles, est-ce que ce serait plus intéressant de le faire justement avant de se former? Est-ce que ce serait pendant la formation ou plutôt post-formation, tu vois? Alors, C'est une question que je me c'est une pose, tu vois. excellente, alors, tu vois, c'est une excellente question parce que là, il y a un cas d'école sans jeu de mots. Mhm. Parce qu'il y a une école de naturopathie qui m'a commandé justement des cours et Ouais, qui m'a demandé de leur faire les cours justement d'initiation que l'on fait déjà à l'académie. Donc j'ai fait en fait des introductions, si tu veux, notamment à l'homéostasie, à l'hormèse et à l'homéorésie et à l'épistémologie. ah oui, j'avais vu. Voilà. Ok. Et donc là, si tu veux, on est vraiment face à un cas d'école.
Ce cours-là, on l'avait mis au tout début de la formation, Mhm. au tout début, justement pour expliquer, voici les règles du jeu, en fait, dans lequel vous vous trouvez et comment se comporte le monde de l'apprentissage aujourd'hui. Eh bien, figure-toi que, bon, il y a eu beaucoup de retours positifs par rapport aux gens qui ont adoré le cours, mais ça les a énormément déstabilisés. Bah, forcément. Énormément déstabilisés parce que, et c'est normal en fait, parce que, encore une fois, je te rappelle cette notion d'incertitude, on Mhm. n'est pas là pour assurer. Mais cette incertitude, elle a été vécue comme une espèce de remise en question de leur projet. Mhm. C'est-à-dire que du coup, ils se sont demandé, mais du coup, quelle est la valeur de ce que je vais apprendre par la suite? Ouais, Tu vois? Et ça les a tellement déstabilisés qu'on a, par la suite, on a décidé en fait de mettre ce cours à la fin. ouais, ok. Alors, qu'est-ce que ça implique? Et c'est très intéressant d'avoir Ouais, mais c'est pour ça, moi, information. je Qu'est-ce me que ça posais la implique? question. Mhm. Le problème, il y a eu en fait deux catégories de gens. Il y a eu les gens qui ont commencé cette formation de naturopathie en formation initiale, Ouais. c'est-à-dire qu'ils n'avaient rien fait d'autre. Ces gens-là ont été complètement perdus. Ils ont été Mhm. extrêmement déstabilisés parce qu'ils sont venus chercher des certitudes Ouais, et on commence en leur expliquant que en fait, il n'y a que des incertitudes. Donc là, eux, ouais. ils ont été un petit peu déboussolés. Mhm. Donc, ces gens-là, effectivement, je pense qu'il vaut mieux commencer C'est un peu tôt, ouais. en prêchant le faux pour amener le vrai après, tu Mhm. vois, c'est Mhm. un peu tôt. Par contre, les gens qui avaient déjà des formations initiales, eux, ils m'ont envoyé des messages, quoi, Bah, bien pour me sûr. dire Ouais, bien sûr. incroyable, qu'il fallait le faire pour tout le monde, et que. Mais par contre, il faut effectivement déjà un début de cheminement, un peu de maturité Ouais, intellectuelle. et d'expérience aussi, Il faut peut-être. être prêt. Mais Ouais, ça, Hugo, c'est une vraie discussion de fond. Moi, je suis persuadé que ça, c'est une éducation. Dans le sens où il n'y a pas un moment où il faut attendre d'être prêt pour venir. bien sûr. Plus tôt tu t'exposes à ça, Mhm. parce que tu t'éduques aussi en t'y exposant. Et moi, ce que je propose, parce que ma formation, elle est vraiment faite euh, pour être accessible. Et Ouais, ça, tous les académiciens te le diront. Donc, on aborde des sujets complexes, mais de façon accessible, bien sûr. sans les vulgariser, en les popularisant. Ouais. Donc, on essaye vraiment d'amener une progression par rapport à ça. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de commencer le plus tôt possible. Parce que de toute façon, ce choc, plus tôt vous l'aurez, Bah, mieux ce sera parce plus, que et en fait, plus vous allez en en profiter. bénéficier, bien Mais sûr, oui, bien plus sûr, vous allez bien en sûr. bénéficier. Bah, C'est exactement ça. Donc, c'est comme tout, en fait. C'est exactement comme tout. moi je m'estime extrêmement chanceux, en fait, justement, d'avoir croisé ta route, justement, un peu post-études. Mhm. Juste, tu sais, c'est dans cette période-là que tu as beaucoup de doutes, que- Exactement. et Exactement. bah, je me dis, je suis extrêmement chanceux parce que ça m'a permis, en fait, de comprendre déjà pourquoi j'avais des doutes, tu Mhm. vois. Et surtout, tu as une vision un petit peu plus claire de ce vers quoi tu souhaites te diriger. Et, et du coup, je pense que c'est vraiment pour moi en tout cas, c'était le bon timing pour ensuite évoluer dans la bonne direction. Donc, comme tu dis, après, c'est en fonction de. Moi, c'était ma formation initiale, l'ostéopathie. Donc, forcément, en fait, tu es dans un dogme, hein, évidemment, quand tu sors de l'école, voilà. Mais, alors que si tu as plusieurs expériences avant cela, c'est vrai que c'est une toute autre disposition. Mais en tout cas, moi, Si tu veux, ouais, je recommande ouais. évidemment à toutes les personnes euh, qui souhaitent juste, en fait, comme tu dis, un peu bah, déconstruire des modèles et puis aller un petit peu plus loin euh, que voilà, les paradigmes dans lesquels ils ont été enfermés pendant aussi longtemps dans des formations pour en fait avancer dans leur propre cheminement personnel, quoi. Mais Que c'est ce soit en tant que exactement ça. thérapeute, que ce soit en tant que personne, parce que en En tant fait, que personne. En tant que ça personne touche avant à tout. l'humain beaucoup plus qu'au thérapeute, même si Exactement. évidemment, Exactement. dans notre thérapie, Et, ça va avoir un et impact. les gens n'ont pas idée, bon, les académiciens maintenant, oui, parce qu'ils expérimentent de l'intérieur, mais ils n'ont pas idée à quel point cela a des répercussions au niveau social, c'est-à-dire à notre vie.
en tant qu'humain, dans notre façon d'être relié Ouais. à l'autre, à l'environnement, parce que du coup, tout ce travail-là donne une place très importante à la notion d'environnement, mais qu'on redéfinit complètement, surtout avec cette notion d'homéorésie. Là où on était enfermé avec l'homéostasie dans un milieu intérieur tout sclérosé, tout stable, mais en Hmm. fait, là, on se rend compte que, il y a une dynamique environnementale qui s'exprime très fortement justement avec l'homéorésie, qui permet notamment d'aborder l'une des révolutions qui est l'épigénétique, mais de façon systémique, parce que Hmm. c'est pareil. L'épigénétique, c'est une révolution sans révolution. Oui, C'est-à-dire si on étudie juste l'épigénétique exactement. sur son mode de fonctionnement, ça n'aurait Et aucun ce que intérêt. j'aborde, je crois que l'épigénétique, c'est dans le module, je ne sais pas si c'est dans l'hormèse ou l'homéorésie, mais ce que j'explique, donc en reconstruisant, en déconstruisant et en montrant historiquement comment c'est apparu, quelles étaient les problématiques, et bien en fait, on se rend compte que la véritable révolution, on est vraiment passé à côté. On ne la connaît pas. Hmm. Parce qu'il y a l'arbre qui cache la forêt. Hmm. L'arbre qui cache la forêt, on est focalisé sur ça, mais parce que nous n'avons pas pris le temps d'étudier, de comprendre comment nous avons su ce que nous avons su. Et donc, à chaque fois qu'on ne fait pas l'effort de questionner comment on le fait à l'académie, eh bien, Hmm. vous ne pouvez obtenir qu'une bribe Ouais, bien sûr. conséquence de cette révolution, sans être capable du coup d'en mesurer les implications de ce que ça nous dit sur le vivant, alors que c'est ce qui nous intéresse. Et surtout, j'insiste, c'est que vous ne pourrez obtenir comme image de la révolution que ce que la personne qui vous en a parlé en a compris. Hmm. 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 Or, c'est pour ça que moi, quand je transmets ces enseignements, je ne donne pas mon avis, Hmm. j'explique. Je dis pas c'est incroyable ou quoi. Les Ouais, t'exposes, académiciens ouais, bien sûr. trouvent ça incroyable d'eux-mêmes parce que j'ai pas besoin, moi, de dire que c'est incroyable. L'histoire est incroyable. Ouais, Quand tu ouais. la racontes de façon factuelle, elle est complètement folle. Donc oui, oui, c'est une véritable révolution et je pense qu'aujourd'hui, ces limites du savoir représentent le plus grand challenge pour toute personne en quête de savoir et en quête de découverte, de compréhension du vivant. Bah écoute, je te remercie. Je te remercie parce que là, Ouais. le live Merci à s'arrête toi, Hugo. dans moins d'une minute, Merci. donc c'est pour Ouais, ça. parfait. Mais merci à toi en tout cas pour cet échange et j'espère que ça pourra aussi venir éclairer un petit peu certaines personnes qui souhaiteraient aller plus loin. En tout cas, Voilà, qu'elle n'hésite pas, hein, qu'elle nous contacte, exactement. Que ce soit moi, que ce soit toi, il n'y a que ce aucun soit souci. De toute toi, que ce soit façon, moi, l'académie, par Internet, avec grand plaisir, ne serait-ce que pour prendre des informations. Surtout que là, cet été, on a une nouvelle rentrée qui se fait. Donc